Alors ici, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est attirer ton attention sur ce qu'est la perversion narcissique. Une maladie extrêmement grave et aussi grave que ce qu'elle est méconnue et que je connais bien pour y avoir été confronté de l'extérieur par un membre de ma famille qui, toute ma vie durant, a combattu mon identité. Parce que dans cette maladie, il s'agit bien de cela, de combattre ton identité. Combattre ce que tu es, autrement dit, te combattre en tant qu'individu. C'est un refus de ton individualité. Donc ce que je veux faire ici dans cette vidéo, c'est te donner à connaître cette maladie par les agissements d'un membre de ma famille. Donc bien sûr, je vais taire le plus de caractéristiques possible de manière à ce que cette vidéo puisse persister en ligne. Tu t'en doutes. Alors, il faut savoir que c'est une maladie extrêmement grave, en ce sens déjà que tous les membres de ma famille furent touchés de manière mortelle. Mortel est un mot grave, est un mot fort, est un mot qui sans doute te choque. Attends-toi à être un petit peu choqué peut-être dans cette vidéo. Je ne vais pas le faire de manière volontaire. Je le fais parce que je veux que le récit que je te fais soit le plus véritable, contienne le plus de vérité possible et soit le plus juste possible. Et pour cela, je vais être obligé d'employer des mots tels que celui-ci, mortel. C'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, sur YouTube, notamment, on a beaucoup de coachs de vie et de psychologues qui interviennent au sujet de cette maladie pour prévenir les gens et pour la faire connaître, parce que c'est une maladie grave et c'est une maladie mortelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par mortel? Quand ce n'était pas ta vie tout court qui t'est ôtée, c'est ta vie sociale. Comment on peut te ôter la vie, ce qu'il ne s'agit pas là d'un criminel au sens de la loi? Personne ne va venir te mettre un coup de couteau ou te tirer une balle dans la tête. Par contre, on peut te tuer par épuisement, en t'épuisant psychologiquement et en te faisant développer des maladies comme le cancer, par exemple. Et c'est en cela que cette maladie, effectivement, je dis que cette maladie est mortelle. Voilà. Et mortelle socialement, je vais t'expliquer en quoi cette maladie est mortelle socialement. Je vais en te faisant part de mon propre récit, du récit un peu de ce que j'ai vécu avec ce membre de ma famille. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer comment la perversion narcissique, cette maladie, cette perversité plutôt narcissique, je crois que c'est plus le mot ici adéquat, la perversité narcissique intervient, comment un malade peut-il devenir pervers narcissique, maladie mentale, tu l'as compris. Il faut savoir que c'est au cours de l'enfance, il se passe un événement traumatique dans la vie de l'individu qui va devenir pervers narcissique. Un événement traumatique, qu'est-ce qui peut se passer comme traumatisant pour un enfant dans sa vie? C'est l'impression de l'abandon d'un de ses parents ou de ses deux parents, la mère et le père. Et qui fait que c'est tellement traumatique, c'est tellement traumatisant pour l'enfant qu'il se coupe de ses émotions et il ne veut plus aimer. Il se coupe des émotions d'amour, il se coupe de ses émotions notamment positives. Et le problème, c'est qu'il n'y reviendra plus jamais. Dès lors, sa personnalité va se développer de manière tordue et de manière inadéquate et sa personnalité donc va se développer sans cette capacité d'amour, sans cette capacité d'affection pour l'autre. C'est-à-dire que pour dire les choses clairement, dans ce développement de la personnalité, l'enfant perd son âme et il va développer une personnalité sans âme. Déjà par ce mot perdre son âme, qui est un mot fort, qui est un mot, je le conçois, choquant, tu perçois toute la gravité de cette maladie. Et ce grand vide en soi qui va rester tout au long de la vie du pervers narcissique. Un vide abyssal qu'il va devoir combler. Et comment le comble-t-il? Il le comble en pervertissant les esprits autour de lui, les esprits
de son entourage, les esprits notamment de sa famille. Le pervers narcissique, donc, durant toute sa vie, n'a aucune idée de ce qu'est l'amour ou de ce qu'est l'affection. Ou en très grande partie, il ne sait pas ce que c'est. Il ne les ressent plus, il ne les ressent pas. Et donc, sa façon de communiquer avec l'entourage va être affectée de manière grave. Il ne sera plus apte à comprendre les agissements et les façons de communiquer de son entourage, tout simplement. Dès lors, pour se faire accepter socialement, il va devoir mimer ses affects et va dès lors entrer dans une vie tissée par le mensonge. Alors, en quoi c'est grave de ne pas pouvoir ressentir d'amour et en quoi ça nous coupe du monde finalement, en quoi finalement nous ne sommes plus aptes à comprendre l'entourage et en quoi c'est une maladie suffisamment grave pour nous exclure du monde finalement? Eh bien parce que tout ce que nous vivons dans notre vie, nos façons de communiquer avec l'autre, résident essentiellement en cette capacité à ressentir l'affection pour l'autre. Notre façon de communiquer, notre façon d'agir avec l'autre, avec les autres, trouve en majeure partie son énergie dans cette capacité d'aimer et de s'émouvoir pour ce qu'on appelle son prochain. Ce qui nous ressemble, c'est-à-dire notre prochain. Et même pour des étrangers. Tout ce que nous faisons dans notre vie, toutes nos façons de communiquer restent dictées finalement par une logique et une seule, notre capacité à s'émouvoir pour ce qui nous ressemble, pour notre prochain et à les aimer. C'est ce qui fabrique notre lien social. C'est ce qui me fait préférer une boulangerie plutôt qu'une autre. C'est ce qui me fait avoir un geste affectueux envers ma caissière, la caissière du supermarché. C'est ce qui me fait dire des gentillesses à mon boucher. C'est ce qui me fait donner un sourire gratuit aux passants dans la rue. C'est ce qui me fait amener de l'aide à un enfant ou une personne âgée dans mon quartier. Enfin bref, tout ce que je fais dans ma vie reste dicté par cette capacité à s'émouvoir et à aimer. Il suffit maintenant d'imaginer la personne amputée de cette capacité d'amour et d'affection pour ressentir la difficulté de vivre dans cette maladie qu'est la perversité narcissique. La façon dès lors que cette personne va interagir avec son entourage, et notamment son entourage proche, ces gens qu'elle devrait aimer, eh bien la seule manière qu'elle va avoir d'interagir avec eux, c'est de les affecter dans leur être et dans leur vie, et de les affecter visiblement et de prendre le contrôle sur l'esprit qu'elle devrait pourtant aimer. Alors il faut savoir qu'un pervers narcissique est toujours dans le contrôle. Tout le temps. À partir du moment où il développe cette maladie, comme je te l'ai exprimé, comme j'ai essayé de te l'exposer, donc dans son enfance, il développe cette maladie et dès lors, il va vivre dans le mensonge et dans le contrôle aussi, c'est très important. Ça veut dire que le contrôle, pour lui, le contrôle de ce que tu es, le contrôle de ce que tu fais, le contrôle de ce que tu dis dans ta vie, c'est quelque chose qui désormais va tisser entièrement sa personnalité. Et donc, pour lui, c'est quelque chose de normal. Donc, prendre le contrôle des esprits autour de lui et des gens qu'il devrait aimer, c'est quelque chose de normal. Et forcément, c'est un enfer pour son entourage. Comme je vais te l'expliquer ici, au travers de mon expérience personnelle. Ici, c'est la seule subtilité dont elle est capable. Prendre le contrôle de l'esprit, c'est la seule subtilité dont elle est capable. Dans cette recherche de propriété, très important ici, ce que j'emploie comme terme et comme qualificatif, la recherche de propriété. Dans l'acte d'amour, il y a quelque part cette recherche de propriété, cet amour de la propriété, cette façon que nous avons de se dire que l'être que nous aimons nous appartient, mais c'est une propriété qui est consentie. Or ici, il n'en est rien. C'est une propriété qui est volée, qui est prise par la force, qui est prise de force. Mais quelque part, tu vois un petit peu aussi dans cette mime de l'amour ici,
le pervers narcissique essaie de recréer ce lien social avec son entourage et avec les gens qu'il est censé aimer dans cette recherche de propriété. Sauf qu'ici, cette propriété est entière, elle est définitive et elle est décidée d'un seul des parties, c'est-à-dire du pervers narcissique, du malade mental lui-même. Et plus du tout de l'entourage. L'entourage n'a plus son mot à dire, n'a plus le droit d'être ce qu'il est, n'a plus droit à son individualité. Il est la propriété entière de cette espèce de Dieu tout-puissant dans sa tête à lui, du pervers narcissique, et son entourage, ce sont ses sujets. Je vais revenir là-dessus, c'est très important. Alors ici, ça donne une idée de la monstruosité de cette maladie, mais aussi ça donne une idée de l'intelligence qu'il faut déployer pour rester le plus possible sous les radars de la conscience et de la vigilance des autres. Cette intelligence aussi, je pense que je vais y revenir dessus, parce qu'elle est importante. Un pervers narcissique, en principe, pour rester pervers narcissique et pour n'être pas vu des gens, de la majorité des gens, il va devoir, grâce à son intelligence, développer un arsenal qui va lui permettre de passer sous les radars de la vigilance, sous les radars de la conscience des gens avec lesquels il va communiquer. Ce que je veux dire, c'est que pour avoir vécu ce genre de phénomène dans ma vie et dans ma propre famille, je peux te dire qu'il s'agit de quelque chose d'absolument diabolique. Ici, je m'arrête 2 secondes, sans m'arrêter vraiment, mais bon, il y a une information, je m'arrête, je vais dire, sur ce récit personnel pour te dire que 3% de la population aujourd'hui est touchée par cette maladie. 3%, c'est énorme. Et c'est une proportion qui est en constante évolution aujourd'hui dans notre société. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui tant de témoignages. Des témoignages, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tous les cas, on a tant de prises de parole aujourd'hui sur cette maladie. Parce que nous vivons dans une société qui est en mutation, c'est le moins que l'on puisse dire, tu as dû remarquer, avec des désordres assez graves qui se produisent. Et on peut même dire que, dans certains aspects, nous vivons aujourd'hui dans une société qui présente des formes de chaos et qui a pour effet de générer ce type de maladie, et ce qui devient aujourd'hui la maladie du siècle, tant par sa gravité que par le nombre de personnes qui aujourd'hui est touchée par cette maladie. Alors, ça n'excuse pas les malades, bien évidemment. Il faut déjà, en premier lieu, qu'ils se reconnaissent et qu'ils soient reconnus aussi par l'entourage. D'où l'importance de l'information que je donne ici dans cette vidéo. Pour l'avoir vécu, je peux te dire que l'information que je donne ici dans cette vidéo est une information essentielle, sans laquelle on n'est pas armé pour lutter contre cette prise de propriété du fait du malade mental pervers narcissique. Et c'est d'autant plus difficile de se sortir des griffes du malade mental pervers narcissique que tu as grandi. C'est d'autant plus difficile que tu as grandi dans un milieu touché par cette maladie, que tu as grandi dans un milieu extrêmement hostile et sous l'influence quasi constante de cette maladie, et que tu n'as finalement connu que ça toute ta vie durant. Alors, je pense pouvoir dire, moi, que je m'en suis sorti aujourd'hui, mais c'est au prix d'un travail long, constant, acharné, et notamment 12 ans de psychanalyse. De l'âge de 29 ans à l'âge de 40 et un peu plus. Alors, je te rassure, la psychanalyse n'est pas nécessaire pour se sortir de ce type de griffes et de problèmes dans ta vie et de manque de confiance en toi, évidemment, que tu développes quand tu grandis dans cette hostilité-là. La psychanalyse, je m'aperçois aujourd'hui, j'ai ce recul qui me permet de savoir que la psychanalyse n'est pas absolument nécessaire. Il y a des techniques qu'il faut connaître
et que je mettrai à ta disposition. Si je vois que cette vidéo fonctionne, eh bien, je mettrai à ta disposition cette connaissance et ces techniques qui d'ailleurs ne servent pas uniquement dans le cas de cette maladie pour se sortir de ce manque de confiance, mais de tous les problèmes psychologiques que l'on peut rencontrer dans sa vie en général. Il existe, j'ai presque même envie de dire, une technique et une seule pour s'en sortir. Voilà, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à liker, je t'invite à la partager. Et si je vois qu'elle fonctionne à ce moment-là, je t'en dirai plus sur ce que je sais ou ce que je pense savoir. Ce sera à toi de juger, bien sûr, toujours. Alors aujourd'hui, pour te dire qui je suis aussi, j'ai 60 ans, presque, et je m'en suis sorti il n'y a pas très longtemps. Et alors ce qui a été essentiel, ce qui a été déterminant dans ma sortie du problème essentiellement de manque de confiance dans ma vie, et surtout de sortir de la dépendance du bourreau, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, du bourreau, de mon bourreau, pervers narcissique. Ce qui a été essentiel pour en sortir, c'est la connaissance de cette maladie. Je vais t'en dire un petit peu plus dans cette vidéo sur cet aspect-là. Pour ce qui est de tout de suite, là, je voudrais ici exprimer les raisons pour lesquelles je fais cette vidéo et quel intérêt j'y trouve, quel intérêt personnel j'y trouve. Eh bien, je pense qu'ils sont au nombre de 3, dont le premier va être évidemment de rétablir la vérité sur ma personne. Pourquoi est-ce essentiel pour moi de rétablir la vérité et quelle vérité suis-je obligé de vouloir rétablir? Car le mensonge et l'inversion accusatoire sont l'une des armes les plus utilisées par le pervers narcissique dans sa volonté de détruire l'identité de la personne proie, de sa proie. Alors, il y a une chose ici que je ne t'ai pas encore dit, mais le pervers narcissique a besoin d'une proie en particulier. Pourquoi une et pas plusieurs? Eh bien, parce que le travail qu'il va faire, le travail donc de prise de propriété sur cet esprit qui est sa proie, va lui demander énormément d'énergie, énormément de stratégie à mettre en place. Et donc, il ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs proies. Il lui en faut une dont il va vouloir se rendre propriétaire. Dans sa vie, il aura souvent, toujours, à changer de proie. Pourquoi? Eh bien parce que il peut, comme je te l'ai dit précédemment, on a affaire ici à une maladie qui est mortelle pour l'entourage, concernant l'entourage, et donc il peut tuer sa proie. Il peut tuer sa femme, par exemple, ou si c'est une femme, il peut tuer son mari. Le tuer comment? Encore en l'épuisant et en lui faisant développer des maladies, par exemple, ou en la perdant, ou en le perdant. C'est-à-dire que le mari peut avoir sa femme qui s'en va, et qui va chercher ailleurs le bonheur, ou le mari qui va chercher ailleurs le bonheur qu'il n'avait pas auprès de sa femme. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, le pervers narcissique, au long de sa vie, a cette nécessité de changer de proie. Ah, je me réajuste, excuse-moi. Bon, une fois qu'il a épuisé sa femme, ou que ou que la femme a épuisé son mari, eh bien, il va se tourner vers une autre proie. Ça peut être sa nouvelle femme ou son nouveau mari, mais ça peut être aussi ses enfants. Il peut commencer par son fils et ensuite sa fille. Il faut comprendre, je reviens là-dessus, que le pervers narcissique compose sa vie avec en lui ce vide abyssal qu'il ressent, qu'il faut absolument combler. C'est une logique de vie. C'est une logique de survie même, c'est plus fort que ça, c'est une logique de survie. Il est entièrement voué à cette tâche de recherche de proie et de recherche de propriété. C'est-à-dire, cette identité qu'il ne ressent pas à lui, il va aller la chercher à l'extérieur. Il va se rendre propriétaire des identités autour de lui. Et ce vide abyssal qu'il ressent en lui ne peut pas être comblé d'une manière normale, comme il se fait habituellement par les gens
qui ont des problèmes dans la vie. On en a tous, plus ou moins, certains plus que d'autres, et on peut arriver à se sentir mieux, ou on peut arriver à aider quelqu'un en l'aimant, en lui donnant de l'amour, en lui donnant de l'affection. Dans le cas du pervers narcissique, c'est impossible puisque pour lui, je te le répète, l'amour et l'affection sont négligeables. Il ne les connaît pas, il ne sait pas. C'est même des insultes pour lui. Ça veut dire le rabaisser au stade d'humain. Or lui, c'est Dieu, je te rappelle, c'est Dieu qui s'adresse à son sujet, sa proie, son infime proie, sa méprisable proie. Et donc dès lors, il va combler ce vide en se rendant propriétaire de sa proie. Et pour cela, entre autres, ce qu'il va appliquer comme technique, c'est la technique de l'isolement. Alors ici, très important, on accède à un moment important de cette vidéo. Ce petit message pour te dire que si tu aimes mes vidéos, si tu sens que je peux te plaire, eh bien je t'invite à m'encourager, à faire mieux, à faire plus fort, en mettant un petit like sur cette vidéo aussi. Tu sais, c'est la nourriture des youtubeurs, le like. C'est ce qui fait plaisir quand on fait des vidéos, quand on essaie de bien faire dans ces vidéos. Et puis abonne-toi en activant la petite cloche de manière à être au courant des dernières vidéos que je sors. Et notamment beaucoup de vidéos sur les voyages, mais je pense pouvoir te dire que j'ai des révélations à te faire qui peuvent t'intéresser très sérieusement. À très bientôt. La technique de l'isolement. Alors ici, très important, on accède à un moment important de cette vidéo. Il y a 13 caractéristiques qui, en fait, caractérisent donc le pervers narcissique et la perversité narcissique. Je ne vais pas te passer les 13 caractéristiques en revue, je vais te laisser des liens sous cette vidéo si tu veux en savoir plus. Ces 13 caractéristiques qui ont été relevées par des psychologues. Moi, je vais te parler ici de la technique de l'isolement, parce que c'est la technique que j'ai eu, donc, à laquelle j'ai été soumise, et je vais te raconter comment ça se passe. Alors, effectivement, le pervers narcissique va chercher à isoler sa proie, et pour cela, il va fossoyer son identité au prix de tous les gens qui composent son entourage, l'entourage de sa proie. Et le sien aussi, puisqu'il faut que cet entourage, à ce moment-là, soit commun. Donc, dans une campagne, ce qu'on appelle une campagne de dénigrement, ce qu'il va faire, c'est salir l'image de la personne qu'il s'est choisie pour proie et dont il veut se rendre propriétaire. En salissant cette image, tu le comprends, il isole cette personne, il isole cet individu. Alors, il faut te dire que moi, dans mon cas personnel, je n'ai aujourd'hui plus aucun ami, plus aucun ancien ami, que ce soit du lycée ou de la fac, c'est-à-dire tous ces amis qui ont eu, à un moment ou à un autre, à croiser aussi la route de mon pervers narcissique, de mon bourreau. Je n'ai plus non plus aucun contact avec toute ma famille depuis 40 ans. À peine 40 ans, tu vois, tous les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les marraines, les parrains, etc. Aujourd'hui, je suis totalement exclu de ma vie passée. Alors, j'ai 60 ans, donc j'ai bien évidemment appris à vivre avec ça. Aujourd'hui, ça ne m'affecte plus. J'ai passé l'âge de me plaindre de ce genre de difficultés. Mais ici, je tiens par cette vidéo à porter à la connaissance des gens qui voudraient savoir ce qu'est cette maladie. Je me dois de porter à la connaissance certains détails de comment le pervers narcissique s'y prend pour creuser la tombe sociale et la réussite qu'il parvient incroyablement à obtenir dans ses forfaits. Alors pour parvenir donc à manipuler l'entourage de sa proie et son entourage-là, je te rappelle que le pervers narcissique est toujours dans le contrôle. Il est toujours dans le mensonge, il est toujours dans la mime des affects. Bon, et il a ce vide en lui qui demande une énergie à déployer phénoménale tout le long de sa vie. C'est le but de sa vie, c'est manipuler son entourage. Bon, et donc, tu te doutes bien que, passé un certain âge, et tout au long de sa vie, il va acquérir
une sorte de génie dans la manipulation. Il faut savoir aussi qu'il n'a aucune morale. Bien qu'il sache mimer l'habitation de la morale, comme il sait mimer l'affection et l'amour, il n'a aucune morale. Et je vais te donner des exemples qui vont te démontrer, qui vont t'expliquer plutôt cette absence totale de morale chez le pervers narcissique. Sa seule morale, dans le cas de mon bourreau à moi, c'était la loi en fait. La dernière chose qu'il aurait voulu, c'est se retrouver devant la police à s'expliquer. Donc c'est la loi. Je veux dire, il n'a aucune morale, c'est la morale de tout un chacun, c'est-à-dire celle qui est dictée par l'affection que l'on a pour les autres. Si tu n'as pas d'affection pour les autres, si tu ne ressens pas l'amour pour ton prochain, il est facile de comprendre que tu n'as pas non plus de morale, au sens où nous, en général, l'entendons. Je te rappelle aussi que le pervers narcissique, pour toute sa vie durant comme ça, rester masqué, il lui faut posséder une intelligence quasi hors du commun, je ne sais pas, mais une grande intelligence. C'est le cas de mon bourreau. Et plus il sera intelligent, et plus il aura cette capacité de destruction. Tout en restant masqué. Capacité de destruction, encore une fois, pour se rendre propriétaire de sa proie et de l'esprit de sa proie, tout en restant masqué par l'entourage, dont il va pouvoir aussi s'approprier le consentement. Donc il va pouvoir s'approprier le consentement. Bien sûr, au cours de sa vie, il sera démasqué par certaines personnes qui sauront les voir, qui sauront voir qui ils sont, parce qu'il y a cette espèce de double jeu, le jeu qu'il joue avec sa proie et le jeu qu'il joue à l'extérieur. Je vais revenir là-dessus pour être plus précis, mais qui fait que dans ce double jeu, il n'est pas démasqué. Il apparaît même comme une personne extrêmement sympathique, ouverte, etc. à l'extérieur. Les gens ne savent pas comment ça se passe au sein de la famille. Ils ne savent pas comment ça se passe derrière la porte une fois qu'elle se referme, la porte de chez lui. Mais cela dit, il y a des personnes dans son entourage qui au cours de sa vie vont le démasquer. Ces personnes-là, il va s'en débarrasser très vite. Il va mettre le plus de distance possible entre lui et ces personnes-là, et surtout entre ces personnes-là et la proie qu'il s'est choisie et son entourage, de manière à ce que le mouton noir, qui est devenu la personne qu'il a démasquée, ne vienne pas entacher son jeu de pervers narcissique. Il faut savoir que le pervers narcissique n'a que ça comme but dans sa vie. Imagine-toi ressentir ce vide en toi, cette âme qui te manque, cette affection et cet amour que tu n'as pas, que tu n'as plus. On te retire cette capacité d'affection et d'amour pour ton prochain. Imagine-toi bien que toute ta vie, désormais, va être tournée dans cette capacité que tu auras su développer à te choisir une proie et à t'en rendre propriétaire, c'est-à-dire à la détruire en tant qu'individu, juste pour t'approprier l'identité de ta proie et pour te sentir vivant. C'est la seule manière qu'a le pervers narcissique pour combler ce vide abyssal qu'il ressent en lui. Pour cela, il doit parvenir à manipuler et il acquiert au cours de sa vie l'expertise dans sa manipulation. Le pervers narcissique a évidemment procédé tout au long de sa vie à des essais plus ou moins fructueux sur la façon de s'intégrer à la vie sociale, tout simplement parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix que celui-là. Lui ne sait pas qu'il est malade. Il a oublié que dans son enfance, il a voulu écarter de sa compréhension, de son expérience de vie, l'amour et l'affection. Il a oublié. Lui, il ne sait pas qu'il est malade. Donc, il imagine même que tous les gens font ce qu'il fait, sont dans le contrôle. Et en même temps, attention, il est tout à fait conscient du mal qu'il fait à sa proie. Très important ça aussi. Il n'est pas forcément conscient qu'il est malade, mais il est conscient du mal qu'il fait à sa proie et il trouve ça normal. Pour lui, c'est normal. Il en a besoin de cette nourriture et donc il va faire en sorte de ne pas être vu par son entourage et
aussi de ne pas comprendre ce que vit sa proie dans cette douleur, de ne pas comprendre la douleur de sa proie. Et donc dans cette recherche d'expertise de la manipulation, il va finalement au cours de sa vie ne retenir que les techniques qui prouvent leur effet, bien sûr. Et c'est ainsi que personne dans son entourage, exclut quelques personnes de temps en temps dans sa vie dont il va encore une fois s'écarter très vite, personne dans son entourage n'est capable de percevoir cette maladie. Sauf sa proie, évidemment. Sa proie sait qu'il se passe quelque chose, qu'il sait qu'il y a quelque chose d'anormal dans son comportement. Ce que je veux dire, c'est que aucune personne autre que sa proie elle-même ou que ses proies précédentes ne sont manifestement capables de percevoir chez cet individu toute cette perversité, cette méchanceté diabolique. L'autre objectif que je vois à cette vidéo, c'est aussi de faire connaître cette maladie, je te l'ai dit. Le premier, c'est de rétablir la vérité. Le deuxième, c'est de faire connaître cette maladie. Et le troisième, c'est aussi de protéger les personnes actuellement sous l'influence de ce bourreau. Parce que forcément, quand je te dis que moi, je m'en suis sorti, ça ne veut pas dire pour autant que c'est quelque chose qui est entendu par mon bourreau. Mais en tous les cas, je ne suis plus une proie qui lui est acquise. Donc il a fallu forcément qu'il s'en trouve une autre. C'est aussi, le but de cette vidéo, c'est aussi de protéger cette éventuelle proie, mais aussi de protéger d'une façon générale toutes les proies en prise aujourd'hui à des individus tels que mon bourreau, des pervers narcissiques. Et je suis moi-même bien placé pour connaître la valeur de l'information que je donne, puisque une fois que tu sais qu'il se passe quelque chose de grave dans toute ta vie, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'entrave dans ta construction, tu sais que les comportements que l'on a envers toi ne sont pas normaux. Tu vois bien que tu sens bien monter en toi la colère, tu sens bien monter en toi une forme de folie. Mais si tu ignores l'existence de cette maladie, tu n'as pas non plus la capacité d'analyse de la situation telle qu'elle doit être analysée. Ton pervers narcissique fait ce qu'il fait de manière intentionnelle. C'est là toute la différence. Jusque-là, tu peux imaginer que, je ne sais pas, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on sait que c'est pas normal, mais on ne comprend pas. Mais tu es à des kilomètres de penser que ton pervers narcissique agit de manière intentionnelle, te fait du mal et crée cette douleur en toi et dans ton identité de manière intentionnelle. Si tu le savais, je vais être un peu trivial ici, mais pour que bien que tu comprennes la situation, si tu savais que c'est intentionnel, tu lui pèterais la gueule à ton pervers narcissique. Ce serait aujourd'hui évidemment que ça ne pourrait plus se passer comme ça s'est passé dans ma vie. Mais tant que tu n'as pas cette information, encore une fois, tu n'as pas la capacité d'analyse entière nécessaire à te sortir des griffes de ton pervers narcissique. À ce sujet-là, lui casser la gueule n'est pas une solution. La seule solution qui est prônée, qui est prévue par les psychologues, c'est de s'en aller, de partir. On a gagné quand on est parti. C'est le leitmotiv privilégié par les coachs de vie et psychologue au sujet de cette maladie. La proie doit s'en aller. C'est sa seule façon de se sauver. Alors moi, à l'époque, ce qui m'empêchait de m'en aller, c'était ma dépendance, notamment financière. Je faisais mes études à ce moment-là et j'étais dans une forme de dépendance financière. Et donc, je ne pouvais pas partir. J'étais obligé de rentrer tous les week-ends de Toulouse où je faisais mes études, à Albi où se trouvait le domicile familial, et j'étais obligé de rentrer tous les week-ends pour avoir ce qu'on appelait à cette époque-là ma semaine, c'est-à-dire l'argent nécessaire à ma vie à Toulouse. Bon, je travaillais déjà à l'époque
J'étais pas un manche, j'étais pas un manchot, je travaillais, je donnais quelques cours particuliers à droite à gauche pendant mes études, mais de manière insuffisante pour me permettre de vivre. Et donc je vivais sous la dépendance de mon bourreau. La raison pour laquelle je devais supporter ses attaques et son hostilité, que je vais d'ailleurs plus amplement maintenant te raconter. La chose sur laquelle je crois je n'ai pas assez insisté, c'est le harcèlement auquel tu es soumis par ton pervers narcissique, par ton bourreau. Parce que c'est ainsi qu'il t'épuise, par ce harcèlement. Il faut comprendre que toute sa vie, son objectif de vie, c'est harceler sa proie. Encore une fois, il y a ce vide abyssal en lui, il y a cette identité, cette âme qui lui manque, qu'il va devoir aller chercher à l'extérieur. C'est une opération de survie de l'esprit qui se joue là pour lui, et il déploie une énergie phénoménale tout au long de sa vie à harceler sa proie. Là aussi, c'est quelque chose que l'on ne peut pas imaginer si on n'a pas été la proie d'un pervers narcissique. Une chose qui est mise en lumière aussi par les psychologues au sujet de cette maladie, c'est l'impression d'invulnérabilité et de toute puissance dans l'esprit du pervers narcissique au sujet de sa proie. C'est justement ce qui le nourrit. Intouchabilité. Pourquoi intouchabilité? Parce que moi, pervers narcissique, je suis intouchable, car dépourvu de tout affect. Et je suis tout puissant parce que j'ai cette force en moi, cette puissance, cette intelligence et cette perversité qui me permet d'imprimer dans ton esprit une douleur, qui me permet de me rendre propriétaire de l'esprit de ma proie, en lui imprimant cette douleur. Ça donne une impression de toute puissance. C'est aussi ce qui génère le mépris du pervers narcissique pour sa proie. Lui, le tout-puissant, lui, le Dieu, envers son sujet, son infime sujet, son insignifiante proie. Alors, je rappelle à ce stade-là, encore une fois, qu'il s'agit d'une maladie qui touche 3% de la population. Alors, 3%, c'est en France, hein, je présume, mais vraisemblablement dans le monde entier. Et dans ma vie, ce qui a rendu fou mon bourreau, le moment de basculement, c'est le moment où je commençais à acquérir mon indépendance, notamment professionnelle. Je venais d'acquérir la licence qui allait me permettre de travailler notamment dans l'enseignement. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a rendu... C'est l'événement finalement, l'obtention de cette licence qui a rendu fou mon bourreau. T'imagines bien que sa proie lui échappait et donc il fallait absolument faire quelque chose dans cette opération de survie qui dominait sa vie entière. Il fallait faire quelque chose de manière à pouvoir poursuivre son titre de propriété, pour pouvoir faire exister son titre de propriété au sujet de sa proie que j'étais. L'obtention de mon indépendance, c'était un affront pour lui, était vécu comme un affront inadmissible pour lui dans son opération de survie. Encore une fois, le pervers narcissique est dans une morale qui est bien à lui, hein, il faut le savoir. Hein. Ça n'est pas la morale du tout un chacun. Sa proie n'a pas le droit de sortir de ses griffes et d'exister en tant qu'individu. C'est un affront inadmissible. Et c'est vécu tel quel. Hein. Et à ce moment-là, c'est devenu tous les week-ends, quand je rentrais au domicile familial, donc c'était du matin au soir, c'était un harcèlement qui ne cessait jamais, sans plus aucune limite ni retenue. Alors, il me vient cette idée souvent quand je parle du pervers narcissique, et quand je parle du mien, de mon bourreau, c'est qu'il y a cette idée qui est défendue. Souvent, je ne sais pas si encore je vais la maintenir sur la vidéo, on va voir, qui est que on reconnaît les cons au fait qu'ils osent tout. Hein, on reconnaît les cons au fait qu'ils osent tout. Eh bien, le pervers narcissique est exactement dans cette définition. Sauf que là, on a affaire à une bêtise, pas seulement une bêtise, mais une maladie qui crée des dommages extrêmement graves et qui même ôte des vies, hein, comme je te l'ai dit précédemment. Alors moi, à cette époque, ce qui m'a empêché
de me défendre, c'était ma psychologie déjà qui était bien entamée. Moi, j'ai vécu toute ma vie, j'ai grandi dans ce milieu extrêmement hostile et pervers narcissique. Et donc, à l'époque, je n'avais pas les armes pour me défendre. Avec une psychologie déjà à l'époque bien entamée, parce que j'avais déjà traversé précédemment, notamment les nombreuses et incessantes humiliations que j'avais eu à subir, un manque de confiance abyssal qui faisait partie de moi, un manque de confiance abyssal donc, et ce harcèlement contre lequel je n'osais pas, je n'avais pas les armes pour lutter. On peut imaginer la folie qui monte en soi, la proie, dans cette injustice qui se joue là, dans cette incapacité à se défendre, et puis dans cette dépendance entière qu'on a envers son bourreau. Encore une fois, à ce moment-là, je fais mes études, je suis dépendant de l'argent qu'il me donne pour vivre la semaine à Toulouse et pour suivre mes études. Je n'ai pas le choix. Si je veux acquérir mon indépendance, si je veux sortir des griffes de mon bourreau, je dois accepter les conditions qui me sont présentées là, à ce moment-là. Alors, aussi, je voudrais te dire quelque chose sur cette folie qui monte en moi à ce moment-là, et pour te faire percevoir, pour que tu puisses percevoir quand même la puissance et la puissance de destruction que peut avoir ce harcèlement. À l'époque, je pense que j'étais dangereux sur la route. Je faisais les trajets dans Toulouse-Albi en voiture, et quand je rentrais de Toulouse le week-end pour aller sur Albi, eh bien, j'étais obligé par moment de m'arrêter sur le bas-côté de la route pour reprendre mes esprits, parce que j'avais cette impression que, à un moment donné, je ne parviendrais pas à maîtriser mon corps et que mes mains allaient tourner le volant et que ma voiture allait se jeter sur les arbres en bord de route. À cette époque-là, il existait encore des platanes sur les bords de la route. Je crois qu'aujourd'hui, il n'en existe plus. Mais à cette époque, il y en avait. Quand il y a ces platanes qui passent quand tu roules à 90 km/h sur une nationale. Voilà, c'est pour te dire la douleur dans laquelle j'étais et le harcèlement auquel j'étais soumis chaque week-end quand je rentrais de Toulouse. Maintenant, je voudrais exprimer ici le mépris. Comment s'exprime le mépris du pervers narcissique, encore ce Dieu tout-puissant dans sa tête, envers sa proie, envers son sujet, sa propriété, que je suis sa proie. Eh bien, ce mépris peut prendre, par exemple, la forme d'un verre d'eau qu'on te jette à la figure lors du déjeuner, parce que tu t'exprimes tout simplement en adulte, tu donnes ton avis, en tant qu'individu, le plus calmement possible, le plus, j'allais dire, gentiment possible. Mais, encore une fois, on a affaire à un pervers narcissique dont tu es la propriété. Tu n'as pas droit à t'exprimer, tu n'as pas droit à ton expression personnelle, tu n'as pas droit à ton idée personnelle. Alors là aussi, je voudrais dire que tout le monde, dans la vie du pervers narcissique, a droit à son avis personnel, a droit à son individualité. Il pourra même inviter les étrangers à le contredire avec un grand sourire. Mais par contre, sa proie n'a pas droit à cette individuation, n'a pas le droit à cette propriété de soi, n'a pas droit à cette liberté. C'est là aussi que je voudrais souligner déjà l'opération, le diabolique de l'opération, et puis ce double jeu que joue en permanence le pervers narcissique qui fait qu'il n'est pas découvert par l'entourage en général. Donc là aussi, pour te dire que le pervers narcissique n'ignore pas la morale, puisqu'il est capable de l'appliquer à l'étranger, à l'entourage moins proche, mais qu'il va interdire à sa proie, cette morale qui sera interdite à sa proie. Donc, tout le caractère machiavélique de l'opération est aussi ici, dans cette information. Et toute ma vie durant, on prenait d'ailleurs à l'extérieur des exemples de personnes de mon âge qui étaient censées mieux se débrouiller que moi, en omettant bien sûr que moi, je n'avais pas le droit, je n'avais pas l'autorisation d'avoir mes propres initiatives. Je n'avais pas droit à l'initiative. Est-ce que tu entends ce mot? Est-ce que tu entends cette idée que je suis en train de déployer ici? Je n'avais pas le droit à l'initiative.
Voilà. Et on me reprochait, chaque fois que j'ai prenais une initiative, il y avait toujours un regard sur mon épaule qui m'interdisait de faire comme je voulais faire et était censé m'apprendre comment il fallait faire. Toujours dans cette maîtrise, dans ce contrôle de l'autre, de sa proie. Et donc, on m'interdisait, on me reprochait de ne pas être capable d'initiative dans ma vie, alors qu'on m'interdisait cette initiative. C'est te dire aussi, encore une fois ici, le caractère diabolique de l'opération. Et ce mensonge, ce contrôle dans lequel, en permanence, tu te trouves en présence d'un pervers narcissique. Et puis, l'insolence incroyable contre sang-froid, dans ce retournement de morale, dans cette inversion accusatoire. Et dans lequel, c'est aussi le marécage dans lequel s'enlise sa proie. Ce mensonge et cette inversion de la morale et cette inversion accusatoire, dans lequel s'enlise la proie. Alors, ce mépris, il prendra diverses formes. Il se trouvera aussi au travers de tes réussites que le pervers narcissique ne célèbre jamais. Il prendra aussi la forme de ce désintérêt total et définitif pour ta vie, au travers des questions qui ne seront jamais posées. Là, je ne suis pas en train de te parler d'une après-midi ou d'une journée où ton pervers narcissique fait la gueule et ne te pose pas de questions sur ta vie. Je te parle d'une vie entière dans laquelle ton bourreau jamais ne s'intéressera à ta vie et jamais, jamais, jamais ne te posera de questions sur ta vie. Il faut savoir que on ne pose pas de questions sur quelque chose qui n'existe pas. Ta vie en tant que proie n'existe pas, il faut bien le savoir. Tu es la propriété entière de ton bourreau. Ton identité n'existe pas en tant qu'individu. Et alors, il y a des moments où tu te dis, mais je vais quand même essayer de me raconter, peut-être qu'on n'ose pas, ou on ne sait pas l'intérêt que peut avoir ma vie. Donc, des fois, par moment, tu prends sur toi, et puis tu te racontes, tu vois, tu racontes ta vie, puisqu'on ne te pose jamais de questions. Donc, tu prends l'initiative, à un moment donné, de parler un peu de toi. Eh bien, en face de toi, tu as ce pervers narcissique qui te laisse parler, qui te regarde comme ça, droit dans les yeux, comme je te regarde actuellement, comme je regarde mon objectif, qui te laisse parler, qui te laisse terminer ce que tu as à dire, et puis qui s'arrête, qui reste un petit peu sur toi, comme ça, une fois que tu as terminé, et puis qui passe à autre chose. La violence de ce harcèlement, je voudrais que tu comprennes qu'elle est là aussi, et que c'est quelque chose qui est extrêmement violent, je l'ai dit, à vivre. Le harcèlement, c'est pas quelqu'un qui te hurle dessus en permanence. Ça peut arriver, hein, bien sûr que ça peut arriver. C'est pas quelqu'un qui te donne des coups tout le temps. Ça peut arriver, mais ça n'est pas tout le temps. Le harcèlement, c'est ça. Le harcèlement, c'est dans ce mépris quotidien et définitif sur toute ta vie durant. Au travers donc des réussites, je l'ai dit, qu'on ne célèbre jamais, jamais, jamais. Ma licence, cet examen qui moi, me permettait d'acquérir mon indépendance professionnelle et financière, n'a jamais été célébré. Jamais, jamais. Un silence de mort. J'ai eu à faire un silence de mort sur cet examen, qui pourtant, pour moi, était essentiel. J'ai dû vivre ce bonheur tout seul. Et puis il y a aussi, j'ai fait un petit peu allusion, mais je te le redis ici, il y a aussi ses colères et ses coups. Il faut savoir que le pervers narcissique est quelqu'un d'extrêmement colérique et qui peut devenir violent. Hein. S'il ressent que sa raison, c'est quelqu'un qui a toujours raison, il faut le savoir, dans sa tête il a toujours raison. Donc, mais il y a des moments où sa raison, si tu veux, lui échappe. Hein, s'obstine à lui échapper. Et dans ce moment-là, il faut savoir que le pervers narcissique peut devenir violent et colérique. Sa proie, encore une fois,
il a sa morale propre à lui, qui lui donne le droit de mettre des coups et de partir dans des colères dingues, juste parce que sa proie montre des signes d'individualité, d'individuation. Ici, je veux qu'on sache que, en présence d'un pervers narcissique, on a affaire à des fous, à des sociopathes, à des psychopathes, et en même temps suffisamment intelligents pour rester dans la maîtrise et ne pas se rendre visible de la part d'autres, des étrangers et d'autres que sa proie. Le pervers narcissique est assez intelligent pour entraîner dans ce harcèlement l'entourage, les amis et le reste de la famille. Et sur son chemin, il va se trouver des amis dans sa campagne de dénigrement de sa proie, en salissant l'image de sa proie et donc en donnant une raison supplémentaire à son harcèlement. C'est en salissant l'image de sa proie, c'est le dernier des derniers. Donc, il faut le harceler, on a raison de le harceler. Et j'ai des amis aujourd'hui que je ne peux plus voir parce qu'ils sont eux-mêmes dans cette forme de harcèlement, dans cette forme de justice, fausse justice qui a été créée. Donc, et dans cette volonté de rendre la justice à cette pauvre victime qui est mon bourreau. Et encore une fois, on a affaire à quelqu'un qui a travaillé sur cette arme de manipulation toute sa vie durant, qui est encore une fois quelqu'un d'intelligent, qui a l'intelligence suffisante pour développer une arme absolue contre sa proie. Le fait que sa proie soit unique à un moment donné aussi, c'est quelque chose qui lui donne de la force et qui crée cette ambivalence, parce que il a cette intelligence de ne pas se choisir 10 proies à la fois, parce que on pourrait se poser des questions. Là, il n'y en a qu'une. Il y a vraiment ce bourreau dans sa vie qui lui gâche sa vie. Sa proie, c'est son bourreau qui lui gâche sa vie. Et il arrive à le faire croire. Alors, dans cette campagne de dénigrement, on a par exemple ce bourreau, mon bourreau, qui va dans tout le quartier, là où il vit, raconter quelle victime il est et quel bourreau je suis dans sa vie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on le croit. On le croit lui qui a cette expérience de la manipulation, qui a passé sa vie entière à expérimenter la meilleure manière de manipuler les gens. Les mots qu'il faut dire, l'expression du visage qu'il faut montrer, l'émotion qu'il faut mimer. Tout cela dans un parfait dosage qui fait qu'il arrive à ce qu'on le croit. Et encore une fois, les quelques personnes qui ne le croient pas, il faut vite s'en débarrasser. On s'en débarrasse. Bon voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'ai essayé d'être assez complet. Je te demande de liker cette vidéo, de la partager. C'est un exercice difficile pour moi. Je ne sais pas si ça s'est vu. C'est une vidéo que j'ai dû préparer à l'avance et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Je voulais vraiment que on ressente la gravité de cette maladie. J'espère que je suis parvenu à la faire ressentir. Et je voudrais aussi qu'elle soit un espoir pour les gens qui sont dans cette emprise aujourd'hui dans leur vie. Si cette vidéo pouvait à un moment ou à un autre tomber sous les yeux, enfin je sais pas comment on peut dire ça, pouvait entrer en connaissance des gens qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle je te demande de partager cette vidéo. Je te remercie, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce type, si je vois que ça te plaît. Alors ce sera pas, je ne te raconterai pas à chaque fois ma vie, mais j'ai des choses à te dire, des choses à te révéler qui vont, je pense, t'intéresser. Si cette vidéo t'a intéressé, je pense que le reste va aussi beaucoup t'intéresser. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et te dis à très bientôt. Bye.